à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Extalk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Perrin et Jonathan Soufir. Bonjour. 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 Merci à tous les deux d'être là. Vous êtes tous les deux avocats associés au cabinet De Gaulle Florence et Associés. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui a été adopté le 22 juillet dernier en 2015. Les objectifs sont divers. Il s'agit notamment donc, de réduire la facture énergétique de la France, faire émerger des activités génératrices d'emplois et lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Alors la ministre de l'écologie Ségolène Royal a annoncé la mobilisation de 10 milliards d'euros sur 3 ans pour enclencher évidemment le processus de transition. Cela apparaît comme de faibles moyens finalement au regard des ambitions affichées et on va en parler dans plus de détails. Alors première question, en quoi cette loi va-t-elle modifier le paysage du financement des projets d'énergie renouvelable, Sylvie ? Le projet qui est majoritairement validé aujourd'hui par le Conseil constitutionnel fixe les angles stratégiques d'investissement dans le domaine de la transition énergétique tel que souhaité par le Parlement. Ces angles, ça va être évidemment le financement des énergies renouvelables avec les projets de méthanisation, etc., mais aussi la mobilité durable, les projets de performance énergétique bâtimentaire, industrielle, et l'ensemble de ces projets nécessiteront des fonds. Certains nécessiteront un afflux massif de soutien public et de fonds publics parce qu'ils sont considérés aujourd'hui par le marché comme étant non matures. D'autres seront financés comme ils le sont habituellement par les banques, les fonds d'investissement, etc. Mais tous, quels que soient les types de projets, nécessiteront les financeurs privés. Il faut savoir qu'à côté de ce texte sur la transition énergétique, au niveau européen, il y a le plan Juncker sur le Fonds européen des investissements, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, FEIS, qui a pour objectif de doper l'investissement européen et également qui aura un effet d'entraînement et qui appellera des ressources complémentaires pour l'ensemble des financeurs. Alors, qui sont les bailleurs de fonds et quel sera leur rôle pour soutenir la transition énergétique ? Ce sont traditionnellement les banques qui interviennent, mais depuis quelques années, on parle du financement alternatif et dans ce cadre-là, on voit intervenir des fonds d'investissement, des sociétés de gestion qui accompagnent des investisseurs institutionnels comme les compagnies d'assurance ou les fonds de pension. Vous avez également les collectivités territoriales qui vont être amenées à intervenir de façon beaucoup plus importante par la création, par exemple, de SEM, de sociétés d'économie mixte, qui allient des fonds privés et des fonds publics. Vous avez le financement de l'innovation au sein de l'Union européenne. De nombreux programmes permettent ces financements. Et puis, il faut noter aussi que vous avez quand même les investisseurs qui prennent des risques à côté des énergéticiens pour financer les projets. Enfin, les personnes privées peuvent maintenant intervenir par le biais de plateformes de financement participatif. Jonathan, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un éclairage sur les techniques de financement ou les problématiques actuelles ? Oui, bien sûr. Alors, le financement des énergies renouvelables, classiquement, ça se présente comme un financement de projet, c'est-à-dire un financement dans lequel les prêteurs vont avoir un recours limité sur les actifs financés. Alors, en matière de financement des énergies renouvelables, cela signifie que le prêteur va se garantir sur des actifs spécifiques au projet, à savoir des garanties sur le matériel de production de l'énergie, comme les éoliennes ou les panneaux solaires, également sur le terrain d'assiette, c'est-à-dire le terrain sur lequel le projet est exploité par le biais d'une hypothèque, ou encore sur les cash flows, sur le cash qui va être généré par le projet. Et en particulier sur la vente de l'énergie produite, par exemple les redevances EDF si la vente porte sur de l'électricité. Alors, il y a des problématiques diverses en matière d'énergie renouvelable. Les problématiques classiques sont celles du financement de projet, comme la distribution de dividendes, la sortie des investisseurs en cours de projet ou encore les ratios financiers. Et en matière d'énergie renouvelable, on a des problématiques qui sont techniques plus spécifiques à ce domaine-là, comme par exemple le choix de la sûreté qui va porter sur le matériel de production, à savoir un gage sans dépossession qui est flexible versus un nantissement de matériel et outillage qui va être un peu plus contraignant. Est-ce que vous pourriez nous décrire de façon schématique un financement de projet avec une garantie upstream ? Alors, les garanties upstream, c'est un terme technique qui, en réalité, en bon français, veut dire une garantie ascendante. C'est une situation dans laquelle on ne prête pas à la société de projet elle-même, mais à son associé, ce qui implique un problème de ce qu'on appelle d'intérêt social, c'est-à-dire que la société doit avoir un intérêt à garantir. Et dans ce cas-là, on a des solutions qui permettent, par des prêts intra-groupes, d'éviter ces problématiques d'intérêt social.
Alors, vous intervenez pour les acteurs qui financent la transition énergétique. Comment est-ce que, justement, vous intervenez dans ce secteur concrètement? Alors, on intervient de manière classique pour les banques qui interviennent elles-mêmes soit en financement de projet sans recours ou en crédit bail sur des actifs. Mais il faut bien avoir conscience que depuis quelques temps, les typologies de financement se sont diversifiées et ont évolué. Je pense par exemple aux émissions obligataires et notamment aux green bonds qui au départ étaient réservés à des institutionnels comme la BEI ou la Banque mondiale et dont le marché aujourd'hui s'est élargi à des sociétés privées qui bénéficient d'un fort attrait des investisseurs ISR, c'est-à-dire des investisseurs socialement responsables. Nous avons également, comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, des nouveaux produits tels que les plateformes de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif, ou des sociétés de capital investissement qui vont être dédiées aux énergies renouvelables. Alors, pour conclure, quels seront les projets 2015 et 2016 en financement des énergies renouvelables? Alors, en 2015 et 2016, nous allons intervenir sur des projets qui vont remettre sur le devant de la scène des techniques connues, comme la titrisation, qui a le vent en poupe en ce moment, mais également sur des nouveaux modes de financement, puisque notamment la loi Macron a libéralisé encore un peu plus le marché du financement, puisqu'elle permet aujourd'hui d'avoir une exception supplémentaire au monopole des banques, par le biais de financement inter-entreprises, certes qui va se faire dans certaines conditions et dans certaines circonstances, mais on a bon espoir que cela va dynamiser encore plus le marché des financements des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on attend les décrets d'application sur ce nouveau mode de financement. Et aussi, il faut savoir que la transition énergétique, ça n'est pas seulement en France et en Europe, mais également en Afrique et dans beaucoup de pays du monde. Donc les banques que nous conseillons, nous interviendrons à leur côté sur les projets de financement en France comme en Afrique. À côté de ça, nous anticipons aussi une consolidation du secteur en France. Il y a de nombreux petits acteurs ou acteurs de taille moyenne et le sens de l'histoire, c'est une consolidation de ces acteurs. Donc nous anticipons de nombreuses acquisitions dans les mois à venir. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau numéro de Lex Talk. Au mois prochain.